Regarde depuis la maison, ils ont dit. Je l'ai fait. Et puis l'écran s'est figé. La mariée hurlait. Un verre éclatait en 1000 morceaux. Et tout, absolument tout, s'est effondré, en direct, sous mes yeux. Et moi, je n'ai pas dit un mot. Je n'ai fait qu'assister, depuis la solitude feutrée de mon appartement de Lyon, à la démolition la plus spectaculaire et la plus publique qu'on puisse imaginer, le mariage soi-disant parfait de ma sœur aînée, Geneviève. Avant de vous raconter comment une journée qui se voulait une célébration de l'amour s'est transformée en un champ de bataille familiale, j'aimerais prendre un instant pour nous connecter. Dites-moi d'où vous m'écoutez aujourd'hui. De quelle ville, de quel pays? Est-ce le matin ou le soir chez vous? J'adore imaginer cette communauté que nous formons, des personnes réunies par le besoin de partager et de comprendre les complexités de la vie. Alors, que vous preniez votre café du matin ou que vous vous détendiez après une longue journée, installez-vous. Le spectacle va commencer. Je m'appelle Apolline. J'ai 27 ans et je suis artiste. Mon univers se résume à un appartement-atelier niché sous les toits de la Croix-Rousse, ce quartier lyonnais où les âmes créatives et les fantômes des canuts se côtoient. Ici, l'odeur de la peinture à l'huile et de la térébenthine se mêle aux notes de satie qui s'échappent de vieilles enceintes. Mes murs sont couverts de toiles en cours, des explosions de couleurs qui tentent de capturer des émotions fugaces. Ma vie est un désordre intentionnel, une quête de beauté dans l'imperfection. Ma sœur, Geneviève, qui a 3 ans de plus que moi, est mon antithèse absolue. Sa vie n'est pas une toile impressionniste, mais une gravure au burin, précise, nette, sans la moindre place pour l'erreur. Avocate dans un cabinet d'affaires où le silence est aussi lourd que les tapis persans, elle a toujours été l'incarnation de la réussite. L'enfant en or. La fierté de nos parents. Durant notre enfance, la comparaison était une musique de fond constante. Si je gribouillais dans les marges de mes cahiers, elle remportait des concours d'éloquence. Si je passais des heures à perfectionner une nuance de bleu, elle passait ses nuits à perfectionner son avenir. Notre chambre d'adolescente était une frontière invisible. Son côté était un sanctuaire de l'ordre, des livres classés par ordre alphabétique, des diplômes encadrés, un lit fait au carré. Le mien était une jungle de guirlandes lumineuses, de carnets de croquis empilés et de rêves inachevés. Pourquoi ne peux-tu pas être un peu plus comme Geneviève, était le soupir las de notre mère. Pourtant, sous cette surface de rivalité polie, il y avait des courants plus profonds. Des souvenirs enfouis d'une alliance qui semblait indestructible. Je revois encore cet après-midi d'automne où nous avions fugué. J'avais 10 ans, elle en avait 13. Vexés par une interdiction de sortie, nous nous étions aventurés dans le dédale secret des traboules du Vieux-Lyon. Image d'une traboule lyonnaise sombre et mystérieuse, c'était notre jeu, notre secret. Mais ce jour-là, nous nous étions perdus. Le soleil déclinait, transformant les passages étroits en tunnels angoissants. J'avais senti la panique me nouer la gorge. Geneviève, malgré sa propre peur, m'avait saisi la main. Son étreinte était ferme, rassurante. Ne t'inquiète pas, Apolline, avait-elle murmuré, sa voix faisant écho contre les murs de pierre. On est ensemble. On retrouvera toujours notre chemin, et dans ce labyrinthe, nous n'étions ni l'artiste ni l'avocate en devenir. Nous étions juste 2 sœurs, unies contre le monde. C'est à cette sœur-là que j'ai pensé en recevant l'invitation. Une boîte couleur ivoire, lourde et ostentatoire, scellée par un ruban de satin. Le faire-part annonçait le mariage de Geneviève avec Bastien de Valois, un nom qui sentait le vieux cuir, les caves à vin et l'argent hérité. C'était le couronnement de sa quête de perfection. Glissée au fond, une note manuscrite. Mon cœur a fait un bond. Peut-être un mot personnel, un clin d'œil à notre passé. J'ai déplié le carton. Son écriture, si parfaite, si appliquée, formait des mots qui m'ont frappé comme une gifle silencieuse. J'ai gardé une place de demoiselle d'honneur pour toi. Bien sûr, Amandine est ma témoin. Bien sûr. 2 mots qui anéantissaient des années de souvenirs. 2 mots qui me signifiaient ma place, dans le cortège, mais pas dans le cercle intime. La hiérarchie était claire. J'étais la sœur, l'accessoire familial. Amandine, l'amie stratégique, était la véritable alliée. La petite fille perdue dans les traboules venait de réaliser qu'elle devrait,
désormais, retrouver son chemin toute seule. J'ai laissé l'invitation sur la table de mon atelier, un carré d'ivoire incongru au milieu de mes tubes de peinture et de mes pots de pinceau. La piqûre de la vexation était vive. Pendant 1 heure, j'ai tourné en rond, partagé entre l'envie de tout envoyer promener et le devoir familial qui me rongeait. Finalement, la loyauté, cette vieille habitude tenace, a gagné. J'ai attrapé mon téléphone, le cœur lourd, et j'ai composé le numéro de la maison de campagne de nos parents, où Geneviève avait établi son quartier général prénuptial. Ma mère a décroché à la première sonnerie, sa voix vibrant d'une euphorie que je ne lui connaissais que dans les grandes occasions. « Apolline, ma chérie. Quelle merveilleuse nouvelle, n'est-ce pas? Ta sœur fait un mariage de reine. Une alliance avec les de Valois. C'est une consécration. Pour elle, et pour nous tous. » Le mot « consécration » m'a écorché les oreilles. On ne parlait pas d'amour. On parlait d'ascension sociale. C'est impressionnant, maman. J'appelle pour confirmer ma présence, bien sûr. Et pour la place de demoiselle d'honneur que Geneviève m'a gardée. Ah, oui, parlons-en, s'est-elle exclamée. Les robes sont sublimes. Une création sur mesure d'un petit couturier parisien très en vogue. Un rose poudré, très délicat. Très formel. J'ai tenté de détendre l'atmosphère avec une plaisanterie. J'espère qu'il y aura assez de tissu pour moi, alors. Un silence s'est installé. Quand ma mère a repris la parole, son ton avait changé. Il était devenu confidentiel, presque conspirateur. Écoute, Apolline. Il faut que tu comprennes. Le monde des de Valois n'est pas le nôtre. Ce sont des gens exigeants. L'apparence est primordiale pour eux. Surtout pour Béatrice, la mère de Bastien. Je sentais le piège se refermer. Laisse-moi te raconter, a-t-elle poursuivi, sa voix baissant d'un ton. La semaine dernière, elle nous a invités à déjeuner dans leur domaine. Un château, Apolline, un vrai château avec des douves. Geneviève était si nerveuse, elle avait choisi sa tenue pendant 3 jours. Moi, j'avais mis ma belle robe verte et mes escarpins bleu marine. Tu sais, ce que j'aime tant. À la fin du repas, Béatrice m'a regardé de haut en bas et a dit, avec un petit sourire qui ne touchait pas ses yeux, « Cette couleur vous va à ravir, Hélène. » C'est si audacieux. Et ses chaussures, un choix très pratique. Ma mère a émis un petit rire forcé. Pratique. Tu te rends compte? C'était sa façon de dire qu'elles étaient ordinaires. Indignes de son parquet ciré. Geneviève est devenue blême, elle a vite parlé d'autre chose. Tu vois la pression qu'elle subit? Elle doit être parfaite. Nous devons être parfaites. Le mot était lâché. La sentence était tombée. Alors, pour la robe, a-t-elle conclu, elle est très ajustée. Le couturier ne fait pas de retouches de dernière minute. J'ai pensé que tu pourrais peut-être reprendre sérieusement ce régime que je t'ai envoyé. Il reste 1 mois. C'est faisable. Juste pour être à la hauteur. Pour ne pas donner à Béatrice une autre raison de nous juger. Le sang m'est monté à la tête. Ce n'était plus une suggestion. C'était un ultimatum. Sois mince ou sois une honte. Mon corps, ma personne, était réduit à un potentiel embarras social. Non, maman, ai-je dit, ma voix était froide et tremblante de colère contenue. C'est absolument hors de question. Je ne vais pas m'affamer et me rendre malade pour apaiser l'ego d'une bourgeoise coincée. Ma santé vaut plus que son opinion sur mes hanches. Mais Apolline, ce n'est pas le moment d'être égoïste et de faire ta rebelle, a-t-elle sifflé, l'hystérie perçant sous le vernis. Pense à ta sœur. C'est justement parce que je pense à elle que je refuse, ai-je rétorqué, la voix montant d'un cran. Ce monde dans lequel elle entre est toxique, et tu es en train de m'y pousser la tête la première. Si ma présence telle que je suis est un problème, alors le problème est réglé. Je ne viendrai pas, un silence glacial a accueilli ma déclaration. Puis, la voix de ma mère, plate et sans émotion, a dit, « Très bien. C'est ta décision. Tu la regretteras. » Et elle a raccroché. J'ai fixé mon téléphone, abasourdi. La conversation n'avait pas duré 5 minutes,
Mais elle avait suffi à creuser un fossé entre nous. Que auriez-vous fait à ma place? Céder pour la paix des familles ou défendre vos principes? Dites-le moi dans les commentaires. Parfois, on a besoin de savoir qu'on n'est pas seul à faire face à ce genre de dilemme. Le soir, mon père a appelé. Le pacificateur. L'ambassadeur de la tristesse familiale. Sa voix était lasse. J'ai entendu ce qu'il s'est passé. Ta mère, elle ne le pense pas. Elle a peur. Peur de quoi, papa? Que je ne rentre pas dans le moule. Il a soupiré. Un long soupir qui contenait des années de compromis silencieux. Écoute, j'ai peut-être une idée. Une solution de rechange. Nous allons diffuser toute la cérémonie en direct sur un site privé. Pour la grand-mère, pour les cousins d'Amérique. Peut-être que tu pourrais regarder comme ça? De chez toi. En toute tranquillité. Sans robe, sans regard, sans Béatrice. Sa proposition était un drapeau blanc. Un aveu d'impuissance. Il ne pouvait pas changer ma mère, ni les de Valois. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était m'offrir une porte de sortie. Une loge virtuelle pour assister au couronnement de ma sœur. J'ai accepté, la gorge nouée. C'était la meilleure solution, la plus lâche et la plus sage à la fois. J'allais être présente, et totalement absente. J'ignorais que cette position d'observatrice à distance allait me donner un pouvoir que personne, et surtout pas les de Valois, n'avait anticipé. Le jour du mariage est arrivé, drapé dans une lumière dorée de fin de printemps. À Lyon, le ciel était d'un bleu insolent, sans le moindre nuage pour ternir la perfection de la journée. Je me suis levée tôt, bien avant l'heure du début des festivités. Une boule d'appréhension s'était logée dans mon estomac, un mélange complexe de regrets, de soulagement et d'une curiosité presque morbide. Comment allait se dérouler cette pièce de théâtre sans l'une de ses actrices secondaires? La tentation était grande de me laisser aller. De m'emmitoufler dans un plaid, une tasse de thé à la main, et de regarder ce spectacle comme on regarde un film, avec une distance ironique. Après tout, j'étais l'exclu, la persona non grata. Personne ne s'attendait à ce que je fasse le moindre effort. Mais c'est précisément pour cette raison que j'ai décidé de faire le contraire. Mon absence physique était leur choix. Mais la manière dont je vivrais cet événement, de mon côté de l'écran, serait le mien. Ce serait mon acte de résistance silencieuse. J'ai donc décidé de créer ma propre cérémonie. Mon propre rituel. J'ai commencé par prendre une longue douche chaude, laissant l'eau emporter un peu de l'amertume. Puis, j'ai fouillé dans ma penderie. Pas de jogging, pas de vieux t-shirt. J'ai sorti une robe que j'avais achetée pour un vernissage, une pièce simple mais élégante en soie bleu marine, qui tombait magnifiquement et me faisait me sentir comme une version plus assurée de moi-même. Je me suis maquillée avec soin, un trait d'eyeliner, un peu de mascara, un rouge à lèvres couleur framboise. J'ai pris le temps de coiffer mes cheveux en boucles souples. En me regardant dans le miroir, je n'ai pas vu la sœur imparfaite. J'ai vu une femme qui se préparait à être témoin d'un événement important, avec dignité et respect. Le respect qu'on ne m'avait pas accordé. Ensuite, je me suis attaquée à mon salon. Mon joyeux chaos de toiles et de livres devait se transformer en un espace de célébration. J'ai tendu mes guirlandes lumineuses au-dessus du canapé, créant une voûte de petites étoiles scintillantes. J'ai sorti la meilleure bouteille que j'avais, un crément de Bourgogne millésimé, et je l'ai mise au frais. Sur ma table basse en bois brut, j'ai composé une nature morte gourmande. Ce n'était pas un simple encas. C'était une composition artistique. J'ai soigneusement arrangé un plateau de fromage, la douceur crémeuse d'un Saint-Marcellin, la force fruitée d'un comté affiné 24 mois, et la fraîcheur d'un chèvre cendré. À côté, j'ai disposé des figues fraîches, des noix croquantes et quelques macarons aux couleurs vives, achetés le matin même chez mon pâtissier préféré. Image d'un plateau de fromage et de macarons français joliment arrangés. J'ai allumé une bougie dont le parfum de jasmin et de fleurs d'oranger a empli la pièce. J'ai mis un disque de Brel en fond sonore, pour la touche de drame et de poésie. Mon appartement n'était plus une cachette. C'était une loge d'opéra privée, avec une vue imprenable sur la Seine. J'ai installé mon ordinateur portable au centre de la table, comme une pièce maîtresse. J'ai vérifié la connexion,
branché mes enceintes pour ne rien manquer de l'ambiance sonore. Puis, je me suis servi une coupe de crément. Les bulles fines montaient en un cordon délicat. Tout était prêt. Ma cérémonie solitaire pouvait commencer. J'ai levé ma coupe vers l'écran noir, un portail vers un autre monde, un monde de conventions et de façades. À Geneviève, ai-je dit à voix haute, les mots résonnant étrangement dans le silence de la pièce. Que cette journée soit tout ce que tu as toujours rêvé qu'elle soit. Et en le disant, une partie de moi le pensait sincèrement. La petite fille des Traboules en moi voulait que sa grande sœur soit heureuse. Mais l'artiste en moi, celle qui a appris à voir au-delà des apparences, savait que les rêves construits sur des fondations aussi fragiles ont une fâcheuse tendance à se transformer en cauchemar. J'allais trinquer à un rêve. J'ignorais que quelques heures plus tard, je serais en train de contempler, fasciné et horrifié, la naissance d'un cauchemar en direct. 14 heures. Le début théorique de la retransmission. Mon écran restait désespérément noir, avec ce message impersonnel, l'événement commencera sous peu. Chaque minute qui passait était une petite torture. Mon esprit s'emballait. Et si c'était une farce? S'ils m'avaient donné un faux lien? Ou pire, s'ils avaient annulé la diffusion à la dernière minute, me coupant définitivement du monde de ma sœur? L'angoisse me serrait la gorge, plus forte que la culpabilité. Je ne voulais pas être là-bas, mais l'idée d'en être totalement exclu était insupportable. Enfin, à 14h25, après un dernier rafraîchissement frénétique, une image a surgi. Le souffle m'a manqué. C'était le parc du château des Devalois, une vision d'une perfection presque agressive. Une pelouse d'un vert irréel, des chaises blanches alignées au millimètre près, une arche florale si chargée de roses qu'elle semblait sur le point de s'effondrer sous son propre poids. Le soleil de mai baignait la scène d'une lumière flatteuse, effaçant toute ombre, toute imperfection. C'était une image de magazine, une publicité pour le bonheur. Mais pour moi, qui passe ma vie à étudier la lumière et les ombres, cette absence totale de contraste était suspecte. C'était une beauté sans profondeur, sans vérité. Les invités prenaient place. La division était encore plus frappante en direct. À gauche, notre côté. Des gens bien habillés, mais visiblement mal à l'aise, chuchotant entre eux, jetant des regards curieux vers l'autre camp. À droite, le clan de Valois. Ils se déplaçaient avec une aisance prédatrice sur ce qui était leur territoire. Leur conversation était feutrée, leur rire contrôlé. Ils ne se mélangeaient pas. C'était moins une assemblée de mariage qu'une rencontre diplomatique entre deux nations qui se méprisaient cordialement. La caméra a alors fait une transition brutale vers l'intérieur, dans la suite nuptiale. Et là, au milieu d'une agitation de coiffeurs et de maquilleurs, il y avait Geneviève. Assise devant un miroir à dorure, elle était d'une beauté à couper le souffle. Une déesse de marbre. Mais ses yeux trahissaient tout. Ils ne reflétaient pas la joie, mais une concentration intense, une vigilance de tous les instants. Elle n'était pas une mariée savourant son moment. Elle était une soldate se préparant pour la bataille. Derrière elle, Amandine, la témoin, ne la quittait pas des yeux, son téléphone serré dans sa main comme une arme. Tu es sûr que c'est le bon moment pour lui dire, a chuchoté une autre demoiselle d'honneur, juste assez près du micro de la caméra pour que je l'entende. Amandine lui a lancé un regard noir. On n'a pas le choix. Mieux vaut qu'elle le sache avant. Avant quoi? Mon cœur s'est emballé. Elle ne parlait pas du programme de la journée. Tout va bien, a demandé Geneviève, sa voix tendue coupant court à leur aparté. Amandine a sursauté et a forcé un sourire. Parfaitement. On admirait juste ta robe. Tu es époustouflante. Le mensonge était si flagrant qu'il en était presque comique. Geneviève n'a pas été dupe. Elle a fixé Amandine dans le miroir, et un échange silencieux, chargé de sous-entendus, a eu lieu entre elles. Puis, la caméra a de nouveau basculé. Nous étions maintenant dans la suite du marié. L'ambiance y était faussement décontractée. Bastien et ses témoins riaient un peu trop fort, leur verre de whisky déjà bien entamé. Et en arrière-plan, j'ai vu Béatrice. Elle ne s'occupait pas de son fils. Elle était en pleine discussion avec l'un des caméramens. Mon caméraman. Je l'ai vu lui montrer quelque chose sur son téléphone,
puis lui glisser discrètement une enveloppe. Pas une petite enveloppe. Une liasse de billets. Le caméraman a hoché la tête avec un air entendu. Ensuite, Béatrice a fait un geste précis, pointant d'abord vers la porte d'entrée de la salle de réception, puis vers Geneviève qui apparaissait sur un petit moniteur de contrôle. Le message était clair, sois prêt à filmer cette personne à ce moment-là. Un frisson m'a parcouru l'échine. Ce n'était plus une simple intuition. C'était une certitude. Un piège était en train de se mettre en place. Chaque mouvement, chaque regard, chaque prise de vue était calculée. Béatrice n'était pas la mère du marié. Elle était la réalisatrice d'un drame, et elle s'assurait que ses caméras ne manqueraient rien de la scène qu'elle avait écrite. Et ma sœur en était l'actrice principale, sans même connaître son texte. L'image est revenue sur Geneviève, juste à temps pour voir Amandine lui tendre son propre téléphone, avec quelque chose affiché à l'écran. Le visage de ma sœur s'est figé. La panique pure a traversé ses yeux pendant une fraction de seconde, avant qu'elle ne reprenne le contrôle et n'affiche son masque d'impassibilité. Qu'est-ce qu'elle venait de voir? La bombe venait d'être amorcée. Il ne restait plus qu'à attendre le détonateur. La procession a commencé au son d'un quatuor à cordes jouant Vivaldi. Une musique si classique, si prévisible, qu'elle en devenait une parodie d'elle-même. Les invités se sont tus. Toutes les têtes se sont tournées vers l'allée centrale. Mon père est apparu, offrant son bras à Geneviève. Elle a posé sa main sur lui, et j'ai vu ses doigts se crisper sur le tissu de son costume. C'était le seul signe de la tempête qui faisait rage en elle. Elle avançait lentement, son visage dissimulé derrière un voile de dentelle, une tradition censée symboliser la pureté, mais qui aujourd'hui ressemblait plus à un bouclier. Elle ne regardait ni à droite, ni à gauche. Elle fixait l'autel, non pas avec l'adoration d'une future épouse, mais avec la détermination d'une femme marchant vers l'échafaud. Bastien l'attendait, un sourire impeccable sur son visage de gendre idéal. Mais quand elle est arrivée à sa hauteur et que mon père a déposé sa main dans la sienne, j'ai vu son regard à lui. Il n'y avait pas de tendresse. Il y avait une sorte de triomphe inquiet. Le regard d'un homme qui est sur le point de conclure l'affaire de sa vie. J'ai sorti mon téléphone. Je ne pouvais pas rester passive. Quelque chose de grave se prépare, ai-je texté à notre cousine Julie. Dis-moi ce que tu vois, ce que tu entends. S'il te plaît. La réponse a fusé, ambiance polaire. La mère de Bastien ressemble à un vautour. Juste avant la cérémonie, Amandine a montré un truc à Geneviève sur son tel, elle est devenue livide. Je crois que ça concerne le contrat de mariage. Le contrat de mariage. Bien sûr. Le nerf de la guerre. La cérémonie a continué, un enchaînement de rituels vides de sens. Le prêtre parlait d'amour éternel, de confiance et de soutien mutuel. Chaque mot était un mensonge qui flottait dans l'air lourd de l'après-midi. Quand ils ont échangé leurs vœux, leur voix était claire et forte, comme deux avocats lisant les clauses d'un contrat. Il n'y avait aucune inflexion, aucune émotion. C'était une performance. Et une mauvaise, en plus. Après le baiser, aussi passionné qu'une poignée de main, ils ont remonté l'allée. C'est là que j'ai vu le premier vrai signe de rébellion de ma sœur. Alors que les pétales de rose tombaient sur eux, elle n'a pas souri aux invités. Elle a fixé son regard sur Béatrice, qui se tenait au premier rang. Et elle a soutenu son regard. Un duel silencieux, un avertissement. Béatrice a détourné les yeux la première. Une petite victoire. La séance photo sur le pont a été le théâtre du second acte de cette guerre psychologique. Le photographe, un homme énergique qui transpirait dans son costume, essayait désespérément de créer une illusion de famille heureuse. Allez, on se rapproche. Madame de Valois, peut-être à côté de Madame la mère de la mariée? Un grand sourire. Ma mère et Béatrice se sont retrouvées côte à côte. Ma mère, avec son sourire crispé. Béatrice, avec son sourire de condescendance polie. C'est là que le micro d'ambiance, destiné à capter le gazouillis des oiseaux, a capté le venin. Béatrice s'est penchée vers ma mère, comme pour lui confier un secret. Votre robe est charmante, Hélène, a-t-elle dit, sa voix n'étant qu'un murmure audible. C'est courageux de porter une couleur aussi vive.
Cela doit être merveilleux de ne pas se soucier de ce que les gens pensent. C'était une exécution en règle. Elle insultait ma mère tout en la faisant passer pour une simple d'esprit. Ma mère n'a rien répondu, se contentant de fixer l'objectif, son sourire se figeant un peu plus. Geneviève, qui se tenait à côté, a tout entendu. J'ai vu sa main se serrer sur son bouquet au point que ses jointures sont devenues blanches. Le flux a de nouveau été interrompu. Une coupure de plusieurs minutes cette fois. Quand il est revenu, le décor avait changé. Les invités entraient dans la salle de réception. Et près de l'entrée, j'ai vu une scène qui a fait battre mon cœur plus vite. Amandine était en pleine discussion avec un homme en costume que je n'avais jamais vu. Il lui a remis une grande enveloppe Kraft, épaisse et rigide. Elle l'a prise, a jeté un coup d'œil à l'intérieur, et son visage s'est décomposé. C'était de la peur pure. Elle a attrapé le bras de Geneviève qui passait par là, lui a montré l'enveloppe et a chuchoté quelque chose d'urgent à son oreille. Ma sœur a regardé le contenu, puis a relevé la tête, son visage devenant un masque de fureur froide. Le piège se resserrait, mais il semblait que les proies commençaient à s'armer. Que contenait cette enveloppe? La salle de réception était un monument à la gloire de la richesse. Les lustres en cristal de baccarat jetaient des milliers d'éclats de lumière sur les invités, transformant les bijoux et les verres en un firmament d'étoiles artificielles. Les tables, couvertes de nappes de lin blanc, croulaient sous des arrangements floraux extravagants et des services en argent gravés aux armoiries des de Valois. Dans un coin, la pièce montée, une tour de Babel de crème et de sucre, semblait défier les lois de la gravité. C'était un décor écrasant, conçu non pas pour célébrer, mais pour intimider. Pour rappeler à tous, et surtout à notre famille, qui était au pouvoir. Le brouhaha des conversations s'est tu lorsque le DJ, avec une voix de velours un peu trop forcée, a annoncé la première danse. Mesdames et messieurs, accueillons pour la toute première fois sur cette piste, Monsieur et Madame Bastien de Valois. Une vague d'applaudissements polis a accompagné leur entrée. La lumière s'est tamisée, et un projecteur a isolé le couple au centre de la piste de danse. La chanson a commencé. Un tube pop anglophone, sirupeux et impersonnel, probablement choisi par Béatrice pour son potentiel international. Ils ont commencé à danser. Leurs mouvements étaient techniquement parfaits. Ils avaient dû prendre des cours. Chaque pas, chaque tour était exécuté avec une précision mécanique. Mais il n'y avait aucune connexion. Bastien tenait Geneviève à distance, son bras raide dans son dos. Il souriait, mais ses yeux ne la voyaient pas. Il parcourait la foule, s'arrêtant un instant sur sa mère, qui le gratifia d'un imperceptible hochement de tête approbateur. Il était un acteur suivant les directives de sa réalisatrice. Geneviève, elle, était encore plus troublante. Elle se laissait guider, son corps souple mais sans vie, comme une poupée de chiffon. Son visage était une toile vierge. Elle avait mis de côté sa colère, sa peur, et arborait une neutralité déconcertante. Elle le regardait, mais son regard semblait le traverser, fixer un point lointain derrière lui. C'était la danse la plus triste que j'ai jamais vue. Une danse de deux étrangers liés par un contrat, exécutant une chorégraphie du bonheur pour une audience complice. C'est en regardant ce spectacle pathétique que ma décision a été prise. Ce n'était plus un pressentiment. C'était une évidence. Tout ce que j'avais vu depuis le début de l'après-midi, les regards fuyants, les conversations à voix basse, les enveloppes échangées, la mise en scène de Béatrice, tout cela convergeait vers un point de rupture. Et ce point de rupture était proche. Je ne savais pas quelle forme il prendrait, mais je savais qu'il serait dévastateur. Je me suis penché vers mon ordinateur. Mon doigt a survolé le pavé tactile. C'était une transgression. Un viol de leur intimité. Mais leur intimité n'était-elle pas déjà une mise en scène publique? N'étais-je pas, moi aussi, une victime de cette mascarade? Je ne suis plus juste une spectatrice, me suis-je dit avec une nouvelle résolution. Je suis la gardienne de la mémoire de ma sœur. Je suis son œil extérieur. Celui qui ne sera pas aveuglé par les larmes ou la colère. J'ai trouvé le logiciel de capture vidéo que j'utilise parfois pour enregistrer des tutoriels de peinture. J'ai cliqué sur le bouton rouge « Enregistrer ». Une fine bordure rouge est apparue autour de mon écran, un signal discret que la caméra tournait.
Je ne me sentais pas coupable. Je me sentais investi d'une mission. Je n'enregistrais pas pour le plaisir du scandale. J'enregistrais pour la vérité. Pour que, lorsque la poussière retomberait et que les Devallois commenceraient à tisser leur version des faits, Geneviève est une preuve irréfutable. Une arme. Mon enregistrement n'était pas un acte de voyeurisme, c'était un acte de sororité. Le dernier rempart de la petite fille des Traboules protégeant sa grande sœur. La chanson s'est terminée. Les applaudissements ont repris. Le couple s'est séparé, presque avec soulagement. Le DJ a repris le micro, sa voix pleine d'une fausse excitation. Et maintenant, ne bougez pas. Un moment très spécial nous attend. Une surprise préparée avec beaucoup d'amour par la mère de notre magnifique mariée, Madame Béatrice de Valois. J'ai vu Geneviève se figer. Le mot « surprise » a eu l'effet d'un coup de pistolet. Elle a jeté un regard vers Bastien, un regard qui disait « tu savais ». Il a eu la décence de paraître mal à l'aise. Béatrice s'est avancée, micro en main, son visage rayonnant d'une joie malveillante. Le piège allait se refermer. Le bouton rouge de mon enregistrement clignotait. Il était prêt. J'étais prête. Le silence s'est abattu sur la salle de bal, un silence lourd d'anticipation. Béatrice se tenait au centre de la piste de danse, savourant l'attention de tous. Elle était dans son élément, la grande marionnettiste s'apprêtant à tirer les ficelles de son spectacle final. Dans une famille, a-t-elle commencé d'une voix douce et mielleuse qui me glaça le sang, il est important de ne pas avoir de secret. L'honnêteté et la transparence sont les piliers d'une union réussie. C'est pourquoi, pour accueillir pleinement Geneviève parmi nous, j'ai voulu partager un aspect de la vie de Bastien qu'elle ne connaît peut-être pas encore assez bien. Un frisson m'a parcouru l'échine. C'était d'une perversité absolue. Elle utilisait le vocabulaire de la vertu pour commettre l'acte le plus vil. Et pour illustrer ce passé qui fait partie de notre présent, a-t-elle continué avec un sourire éclatant, il y a une personne très chère à nos cœurs qui a fait le déplacement pour être avec nous aujourd'hui. Une amie, une âme sœur pour Bastien. Accueillons chaleureusement Delphine. Sur ce nom, les lourdes portes à double battant de la salle se sont ouvertes, comme par un signal invisible. Et Delphine a fait son entrée. Elle n'a pas marché, elle a plané. Vêtue d'une robe fourreau d'un rouge écarlate, elle était l'incarnation de la provocation. Image d'une femme élégante en robe rouge vif, chaque pas était calculé, chaque ondulation de ses hanches était un message. Elle n'était pas une invitée. Elle était une arme. Geneviève est restée pétrifiée, son visage une toile blanche sur laquelle se peignait l'incrédulité, puis la compréhension, puis une rage froide. Bastien, à côté d'elle, semblait avoir vieilli de 10 ans. Il bégayait des excuses inaudibles, sa main essayant de trouver celle de ma sœur, qu'il a repoussée avec dégoût. « C'est toi !» a soufflé Geneviève en direction de Béatrice. « Une surprise, n'est-ce pas ?» a répondu Béatrice, jubilatoire. Mais ce n'est pas tout. Derrière elle, l'écran géant qui avait servi pour le plan de table est descendu du plafond. Une musique pop et agressive a explosé dans les haut-parleurs. Le diaporama a commencé. C'était une attaque psychologique d'une cruauté inouïe. Les premières photos étaient innocentes, Bastien enfant, adolescent. Puis étudiant. C'est là que Delphine est apparue. D'abord en arrière-plan, puis de plus en plus présente. Des photos de soirées étudiantes, de vacances entre amis. Puis la nature des photos a changé. Un week-end à Rome, où il posait, enlacé, devant le Colisée. Un séjour au ski, où ils riaient aux éclats en buvant un vin chaud, leurs visages si proches qu'on pouvait sentir leur complicité. Les murmures dans la salle se sont transformés en exclamations étouffées. Notre côté de la famille était horrifié. Le côté de Valois regardait la scène avec un calme dérangeant. Ils savaient. Ils étaient tous complices. Et puis sont venues les photos qui ont anéanti tout espoir de malentendu. Noël de l'année précédente. 6 mois plus tôt. Bastien et Delphine, portant des pulls de Noël assortis, s'embrassant sous une branche de buis. Ce n'était pas un baiser sur la joue. C'était un vrai baiser. La salle a retenu son souffle collectivement. La diapositive suivante était encore pire. Une photo prise sur la plage, en été.
Delphine, en bikini, était assise sur les genoux de Bastien, ses bras autour de son cou. Il semblait être le couple le plus heureux du monde. Et enfin, le coup de grâce. La dernière image. Une photo de Delphine seule, prise de toute évidence avec un téléphone. Elle était sur un balcon surplombant la mer, probablement sur la Côte d'Azur. Le soleil couchant illuminait ses cheveux blonds. Elle tenait une pancarte en carton, sur laquelle était écrit à la main, avec une écriture large et assurée, « Félicitations pour ton mariage contrat, mon amour. Appelle-moi quand tu seras prêt à revenir à la vraie vie. Je t'attends. Ton éternel D ». La date de la photo était incrustée dans le coin, il y a 2 mois. La salle a sombré dans un chaos de chuchotements choqués. Geneviève n'a pas détourné le regard. Elle a absorbé chaque image, chaque preuve de sa trahison. Delphine se tenait maintenant à quelques pas d'elle, un sourire victorieux aux lèvres. Bastien était livide. Et Béatrice, le visage rayonnant, contemplait son chef-d'œuvre de destruction. C'est à ce moment précis, au sommet absolu de la tension, alors que l'humiliation de ma sœur était complète et publique, que l'écran de mon ordinateur portable est devenu noir. Le flux a été coupé. Cette fois, je savais que ce n'était pas un accident. C'était un acte délibéré. Béatrice avait montré ce qu'elle voulait montrer. La suite, la confrontation, les larmes, n'étaient pas pour le public. C'était pour sa consommation personnelle. L'image de ma sœur, seule au milieu de l'arène, le visage dévasté, est restée gravée dans mon esprit, tandis que je fixais mon propre reflet dans l'écran sombre. La pièce était terminée. Ou plutôt, le premier acte l'était. Et mon enregistrement avait tout capturé. Le silence. Un silence total, assourdissant, de l'autre côté de l'écran. Mon appartement, avec ses lumières douces et sa musique de Brel, semblait être sur une autre planète. J'étais seule avec le reflet de mon propre visage angoissé sur l'écran noir. Mon cœur battait à un rythme effréné. Qu'est-ce qui se passait là-bas, dans cette salle de bal transformée en tribunal? J'imaginais les cris, les accusations. J'imaginais ma sœur s'effondrant en larmes, fuyant sous les regards des invités. J'imaginais la victoire triomphale de Béatrice et Delphine. Mes doigts tremblaient alors que je martelais le bouton de rafraîchissement. F5, F5, F5. Rien. La connexion n'avait pas été perdue. Elle avait été coupée. C'était un acte délibéré. Béatrice avait diffusé la sentence, mais elle gardait l'exécution pour elle seule. La frustration et l'impuissance me rongeaient. J'ai regardé le petit point rouge qui clignotait toujours dans le coin de mon écran. J'avais la première partie. J'avais l'arme du crime. Mais je n'avais pas la réaction de la victime. Pendant ce qui m'a semblé une vie entière en réalité, peut-être 5 ou 6 minutes, je suis restée suspendue dans ce vide numérique. J'ai envoyé un SMS frénétique à ma cousine Julie, ILSONT couple stream. Qu'est-ce qui se passe? Pas de réponse. Elle devait être trop choquée, ou trop occupée, pour regarder son téléphone. Soudain, sans avertissement, une image a vacillé sur mon écran. Le son est revenu en premier, un brouhaha confus, des éclats de voix. Puis l'image s'est stabilisée. La scène que j'ai découverte m'a laissé sans voix. Elle était à 100 lieues de ce que j'avais imaginé. Geneviève ne pleurait pas. Elle ne fuyait pas. Elle se tenait au centre de la piste de danse, droite comme un i. Elle avait retiré son voile et l'avait jeté par terre, un geste de défi symbolique. Son visage n'était plus un masque d'impassibilité. Il était vivant, vibrant d'une fureur froide et maîtrisée qui la rendait incroyablement puissante. Bastien tentait de s'approcher d'elle. Geneviève, écoute-moi, s'il te plaît. Ce n'est pas. Tais-toi, a-t-elle coupé, sa voix basse et tranchante comme une lame de rasoir. Chaque syllabe était chargée d'un mépris infini. Tu as perdu le droit de prononcer mon nom. C'est à ce moment-là qu'Amandine, la témoin, a joué son rôle. Elle n'était pas seulement une amie. Elle était une complice dans cette contre-attaque. Elle s'est avancée, le visage grave, et a tendu à Geneviève la grande enveloppe Kraft. Ma sœur l'a prise, ses gestes étaient précis, délibérés. Elle a sorti ce qu'il y avait à l'intérieur. Pas des documents.
Une seule grande photo sur papier glacé. Elle ne l'a pas regardée. Elle la connaissait déjà. Elle l'a tournée vers la salle, la brandissant comme un étendard. La caméra, probablement instruite par un caméraman qui avait senti le vent tourner, ou qui avait simplement un bon instinct journalistique, a fait un zoom serré sur la photo. C'était une image d'une clarté parfaite. On y voyait Bastien et sa mère, Béatrice, attablés dans un bureau luxueux, de toute évidence celui d'un avocat. Ils étaient penchés sur un document, un stylo à la main. On pouvait lire distinctement l'entête, contrat de mariage, régime de la séparation de biens. Et juste à côté d'eux, posé sur la table, il y avait un post-it jaune. La caméra était si nette que je pouvais lire l'écriture de Bastien, clause 7b, annulation de l'accord si déchiré après la cérémonie. Le piège était là, exposé aux yeux de tous. Le plan dans toute sa sordide préméditation. Épouser ma sœur, lui faire miroiter l'annulation du contrat comme une preuve d'amour, tout en s'assurant que légalement, elle n'aurait droit à rien. Comment as-tu eu ça, a bégayé Bastien, son visage passant du blanc au rouge. Geneviève a eu un sourire cruel. Disons qu'un employé que ta famille a licencié sans le moindre scrupule le mois dernier avait une très bonne mémoire. Et un très bon appareil photo. La loyauté, vois-tu, ça ne s'achète pas toujours, contrairement à la conscience des avocats. Puis, elle a pivoté, lentement, pour faire face à Béatrice. Sa voix, qui n'était plus un murmure, a rempli la salle. Alors, Béatrice. Est-ce que cette photo faisait aussi partie de votre surprise? Ou bien la vraie surprise, pour vous, c'est de découvrir que la petite provinciale que vous méprisiez tant n'est pas aussi stupide que vous l'espériez? Vous ne vouliez pas d'une belle fille. Vous vouliez un trophée. Une jolie plante verte pour décorer le bras de votre fils. Mais il y a un problème avec les plantes vertes. Parfois, elles ont des épines. La métaphore était audacieuse, presque théâtrale. Et elle a fait mouche. Béatrice, pour la première fois de sa vie sans doute, était sans voix. Son visage, si parfaitement maquillé, s'est contracté dans une grimace de haine pure. Bastien a fait un dernier pas désespéré. Geneviève, je t'en prie. On peut arranger ça. Je t'aime. Ce fut le mot de trop. Le mensonge ultime. Mais avant que ma sœur ne puisse lui répondre, son père est intervenu. Et en une seule phrase, il a transformé un drame familial en une déclaration de guerre. Il a commis l'erreur irréparable de l'attaquer non pas sur ses sentiments, mais sur ce qu'il considérait comme leur bien. Le patriarche de la famille de Valois, un homme au visage rubicond et à l'arrogance gravée dans chaque ride, a fendu la foule des invités comme un brise-glace. Ses yeux, injectés de sang, n'étaient pas fixés sur son fils, l'instigateur de ce fiasco, mais sur Geneviève. Pour lui, elle était la seule coupable, celle qui osait ruiner sa mise en scène parfaite. Il s'est arrêté à quelques mètres d'elle, sa présence massive dégageant une aura de menace. Il n'a pas crié tout de suite. Il a parlé d'une voix basse, sifflante, qui était bien plus terrifiante. Vous avez fini votre petit numéro, mademoiselle? Vous vous êtes bien amusée à salir le nom de notre famille? Geneviève n'a pas scié. Elle l'a regardé droit dans les yeux, sans la moindre trace de peur. Cette absence de soumission a fait exploser sa fureur contenue. Son visage est devenu pourpre. Il a pointé un doigt tremblant de rage vers la main gauche de ma sœur, où scintillait le diamant. Assez, a-t-il beuglé, sa voix de commandeur faisant sursauter tout le monde. Cette mascarade est terminée. La bague que vous portez. Ce n'est pas un bijou, c'est un héritage. Elle a appartenu à ma grand-mère, puis à ma mère. Elle ne quitte jamais la famille de Valois. Rendez-la. Tout de suite. L'avidité et l'orgueil dans sa voix étaient palpables. Il ne s'agissait pas d'un symbole d'amour, mais d'un bien matériel, d'un artefact de leur lignée qu'une étrangère avait osé souiller de sa présence. C'était l'humiliation finale. Après l'avoir piégée, trahie et humiliée, il voulait maintenant la dépouiller, la mettre à nu au milieu de cette arène. Je m'attendais à tout. Des larmes de rage. Une réplique cinglante. Une fuite éperdue. Geneviève a fait quelque chose de bien plus puissant. Elle est restée silencieuse. Elle a lentement baissé les yeux vers sa main.
Elle a regardé la bague, ce diamant gros comme une noisette, comme si elle ne l'avait jamais vraiment vu auparavant. Elle l'a fait tourner autour de son doigt. Puis, elle a relevé la tête. Son regard a croisé celui de son bourreau. Et pour la première fois de la journée, elle a souri. Un vrai sourire. Un sourire large, féroce et absolument terrifiant. Vous avez raison, a-t-elle dit d'une voix parfaitement calme. Un tel trésor doit retourner à sa famille. Sans quitter Monsieur de Valois des yeux, elle a commencé à retirer la bague. Le diamant était si gros qu'il a eu du mal à passer l'articulation. Elle a forcé, son visage ne trahissant aucun effort. Enfin, la bague a glissé. Elle l'a tenue entre son pouce et son index, la brandissant comme une petite grenade scintillante. Puis, avec un geste d'une grâce et d'une violence inouïe, un mouvement de lanceuse de baseball, elle a projeté la bague à travers la salle de bal. Le temps a semblé se suspendre. Tous les regards ont suivi la trajectoire de l'étoile filante de diamant. Elle n'a pas visé Monsieur de Valois. Elle n'a pas visé Bastien. Elle a visé le cœur de leur opulence. La bague a terminé sa course au sommet de l'immense pyramide de coupes de champagne qui avait été dressée pour le toast. Il y a eu un ploc cristallin, presque comique. Une seconde de silence. Puis, la catastrophe. La coupe du sommet, déstabilisée, a basculé. Elle a heurté les coupes en dessous, qui ont heurté les autres, créant une réaction en chaîne, une avalanche de verre et de champagne. Le bruit était assourdissant. Une symphonie de destruction. Le champagne a giclé, les éclats de verre ont volé. La structure, si fièrement érigée, s'est effondrée dans un fracas monumental. Image d'une pyramide de coupes de champagne s'effondrant, c'était le chaos. Les femmes hurlaient en protégeant leurs robes. Le père de Bastien, hors de lui, s'est rué vers Geneviève. Mon père, qui avait anticipé le mouvement, s'est interposé. Les deux hommes, deux patriarches de mondes différents, ont commencé à se bousculer violemment. Des invités se sont joints à la mêlée. Le DJ, en panique, a mis une musique d'ascenseur, ce qui a rendu la scène encore plus surréaliste. Béatrice, dans un accès de folie, a saisi le long couteau à pièces montées, le brandissant comme une épée, avant que son mari ne le lui arrache des mains. Et au milieu de ce pandémonium, au milieu de ce champ de bataille de luxe et de haine, ma sœur se tenait droite. Immobile. Le champagne avait éclaboussé sa robe, son chignon s'était défait, mais elle rayonnait. Elle n'était plus une victime. Elle était une force de la nature. Elle était la révolution. Et mon petit point rouge clignotait toujours, enregistrant fidèlement chaque seconde de sa magnifique et terrible libération. Le lendemain, à l'aube, mon téléphone a vibré. Un message de Geneviève. Une seule phrase. Un appel aux armes. Envoie-moi la vidéo. La négociation va commencer. La vidéo était une bombe atomique. Nous l'avons visionnée dans mon atelier, le contraste entre le chaos à l'écran et le calme de ma vie étant presque vertigineux. La performance de Béatrice, la trahison de Bastien, l'humiliation de ma mère, la fureur du patriarche, et le lancer libérateur de la bague. Tout était là, irréfutable. Ma mère pleurait doucement. Mon père, pour la première fois depuis des années, avait un éclat de fureur dans les yeux. Je ne veux pas la diffuser, a répété Geneviève, sa voix posée. Je ne veux pas d'un scandale public. Je veux la justice. Et cette vidéo est mon levier pour l'obtenir. C'est ma police d'assurance. La confrontation a eu lieu dans un territoire neutre, les bureaux d'un grand cabinet d'avocats lyonnais. L'ambiance était glaciale. Les de Valois étaient venus en force, avec leur avocat principal et deux assistants qui prenaient des notes frénétiquement. Ils dégageaient une aura de puissance outragée. Ils n'étaient pas là pour s'excuser, ils étaient là pour limiter les dégâts. Geneviève est entrée, accompagnée de notre père et de moi. J'étais là en tant que soutien moral, mais aussi en tant que gardienne de la preuve. Elle portait un tailleur-pantalon d'un bleu marine sobre, qui contrastait avec le souvenir de sa robe de mariée virginale. Elle n'était plus la fiancée. Elle était l'adversaire. Béatrice a tenté une approche mielleuse, une dernière tentative de manipulation. Geneviève, ma chère, nous sommes navrés que les choses dérapent. Vos émotions étaient à vif,
c'est compréhensible. Geneviève l'a interrompu d'un geste de la main. Épargnez-moi votre condescendance, Béatrice. Nous ne sommes pas ici pour discuter de mes émotions, mais de vos actions. Des actions qui sont toutes enregistrées sur une vidéo de 47 minutes que mon avocat a en sa possession. Elle a laissé la menace planer dans le silence de la salle de réunion. L'avocat des Valois s'est éclairci la gorge, visiblement mal à l'aise. Le rapport de force venait de s'inverser. Je ne veux pas de votre argent, a poursuivi Geneviève, et j'ai vu la surprise sur leur visage. Ils s'attendaient à une demande de dédommagement exorbitante. L'argent ne peut pas réparer une trahison. Cependant, je demande réparation. Elle a alors énoncé ses conditions, claires, précises, et d'une intelligence redoutable. Premièrement, vous allez rédiger une lettre d'excuse officielle à mes parents pour l'humiliation publique que vous leur avez fait subir. Cette lettre sera remise en main propre par vous, monsieur de Valois. Elle a fixé le patriarche, qui est devenu rouge de colère mais n'a rien dit. Deuxièmement, la totalité des cadeaux de mariage, dont la valeur est considérable, sera immédiatement transférée à la Fondation des femmes. Je veux qu'un acte de malveillance envers une femme serve à en aider des milliers d'autres. Et troisièmement, a-t-elle conclu, son regard se posant sur Bastien, qui n'avait pas dit un mot depuis le début. La fondation caritative de votre famille va créer et financer intégralement une bourse d'études à mon nom, au sein de la faculté de droit de Lyon. Cette bourse sera destinée à aider une étudiante brillante et issue d'un milieu modeste. Je veux que le nom de Valois soit associé, pour une fois, non pas à un héritage, mais à une chance donnée à quelqu'un qui la mérite. C'était brillant. Elle ne prenait rien pour elle. Elle les forçait à transformer leur honte en action positive. Ils étaient coincés. Refuser, c'était prendre le risque que la vidéo fuite et que leur réputation soit détruite à jamais. Après une discussion houleuse et à voix basse avec leur avocat, ils ont accepté toutes les conditions. Le contrat a été rédigé et signé sur le champ. En sortant de l'immeuble, sous le soleil de Lyon, Geneviève a respiré profondément, comme si elle n'avait pas vraiment respiré depuis des mois. La suite de l'histoire n'est pas une fin de conte de fées, mais quelque chose de bien plus réel et de plus beau. Geneviève a démissionné de son cabinet parisien et est revenue s'installer à Lyon. Elle a trouvé un poste dans une association qui défend les droits des femmes, un travail moins prestigieux, moins rémunérateur, mais infiniment plus riche de sens. Nous avons renoué les liens de notre enfance. Nos dîners du dimanche sont devenus sacrés. Nous parlons de tout, de nos doutes, de nos joies, de nos peurs. Un soir, en sirotant un verre de vin, elle m'a regardé intensément. Tu sais, Apolline, je ne t'ai jamais vraiment remercié. Pas seulement pour la vidéo. Mais pour avoir toujours été toi. Ton refus de te plier, ton art, ta liberté. Je crois que tu m'as montré le chemin, sans même le savoir. Les larmes me sont montées aux yeux. La petite sœur dans l'ombre était devenue un phare. La semaine dernière, elle m'a accompagnée à mon atelier. Elle a regardé mes toiles, puis a pris un morceau d'argile qui traînait. Elle a commencé à le malaxer, ses doigts d'avocate trouvant un réconfort inattendu dans cette matière simple et brute. En la regardant, j'ai pensé à l'art japonais du kintsugi. Quand une poterie se brise, les maîtres kintsugi ne la jettent pas. Ils recollent les morceaux avec une laque spéciale mélangée à de la poudre d'or. Image d'une poterie japonaise kintsugi avec ses fissures dorées, ils ne cherchent pas à cacher les fêlures. Au contraire, ils les soulignent, les transforment en veines d'or. La philosophie derrière cet art est que l'objet, en portant les cicatrices de son passé, devient plus beau, plus unique et plus fort. Ce mariage désastreux avait brisé ma sœur en 1000 morceaux. Mais elle avait ramassé chaque fragment. Et avec le courage, la vérité, et un peu d'amour fraternel, elle avait commencé à les recoller. Ces cicatrices étaient là, bien visibles. Mais elles n'étaient plus des signes de faiblesse. Elles étaient des fils d'or. Geneviève n'était plus la statue parfaite. Elle était une œuvre d'art kintsugi, infiniment plus précieuse. Avez-vous déjà vu une personne se briser, pour ensuite se reconstruire, plus forte et plus belle qu'avant? Le mariage de Geneviève devait être le sommet de sa vie. Il en a été le point de rupture. Et c'est de cette rupture qu'est née sa véritable force. Si vous aussi,
Vous avez dû traverser une épreuve qui vous a laissé en morceaux. Si vous avez dû trouver la force de recoller les fragments de votre vie, partagez votre histoire dans les commentaires. Vos cicatrices dorées peuvent donner de l'espoir aux autres. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a touché, de la partager, et de vous abonner pour plus d'histoires sur la force de l'esprit humain. Merci d'avoir été mes témoins aujourd'hui.